Bienvenue dans cette deuxième édition de Santé Nome. Cet espace que vous voyez est trompeur. Vous vous dites, il n'y a personne. Faux. Faux. Il va falloir additionner vos présences à toutes celles et ceux qui, en différé, viendront consommer vos connaissances et partager ce que vous voudrez bien partager, vous, aujourd'hui. Donc surtout, n'ayez pas cette illusion, mon Dieu, cet espace était 2 fois trop grand, 3 fois trop grand pour l'ensemble de l'Assemblée que nous représentions. Certainement pas. Alors de quoi allons-nous parler ? Voyez-vous, la médecine se base sur les observations et sur la déduction, et cela depuis des millénaires. C'est vrai. Elle conduit à un quadrige de disciplines variées. Le calcul, de son côté, est un athlète de la logique. Et lui aussi, pendant des années, a travaillé seul. Athlète de la logique, c'est vrai, mais voyez-vous, si ces deux athlètes, que sont la médecine et le calcul, pendant des années ont couru sur des couloirs séparés, depuis 20 ans, l'un et l'autre ne cessent de se courir après et de s'entraider. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de façon exceptionnelle, vous avez le numérique et l'intelligence artificielle qui ne cessent de jeter des ponts entre le calcul d'un côté et la médecine de l'autre. Et ça change absolument tout le paysage. À leurs observations, désormais, les praticiens ajoutent des données. À leur déduction, ils ajoutent désormais des corrélations infinies. Et c'est tous leurs travaux qui changent. Pratiquement, ce sont des aides au diagnostic, ce sont des aides à la décision. Quand vous couplez tout cela à l'imagerie et aux robots, ce sont des stratégies opératoires et la technicité des gestes qui changent dans leur précision. Clairement, l'art de la médecine est en train de réduire la partie artistique de la chose. Eh bien, voilà ce que salue le colloque Santé Nome, 2e édition. Une hybridation heureuse entre deux univers, entre l'univers de la santé et l'univers du calcul, du numérique, artisans de ces rapprochements de personnalités, mais avec leurs équipes bien sûr, tout autour. Olivier Boggio, président de la FEFIS, Fédération française des industries de santé, président de Sanofi France, président du comité stratégique de filière et d'industrie, des industries et technologies de santé. Et Godefroy de Bensman, coprésident de Numéum, syndicat des entreprises du numérique, 2300 sociétés, un demi-million d'emplois. Olivier Boggio, depuis 2 ans, beaucoup de choses ont changé, bien sûr. Les priorités ont-elles changé ? Peut-être est-ce l'urgence qui est encore plus importante aujourd'hui ? Alors, est-ce que les choses ont évolué ? D'abord, on se voit en présentiel, même s'il n'y a pas grand monde à ce stade, parce que je pense que beaucoup sont perdus dans l'autre salle. Et ça, c'est quand même quelque chose d'utile, même si on va parler numérique, c'est quand même bien de se voir en présence physique. Ce qu'on se disait tout à l'heure, puisqu'on s'est parlé il y a quelques temps avec Monsieur Breton, mais on ne s'était pas vraiment rencontré jusqu'à présent. Moi, je voudrais partager avec vous, pour cette introduction, quelques éléments qui vont répondre à votre question. D'abord, lorsqu'on a fait ce colloque la première fois, j'avais eu l'occasion de le dire, les data, c'est l'enjeu clé, quel que soit d'ailleurs le secteur dans lequel on est. Tous les secteurs sont traversés par la révolution du digital et des data. La santé en fait partie, j'allais dire la santé en fait partie peut-être même un peu en retard par rapport à d'autres secteurs. Et ça s'inscrit dans toute la chaîne de valeur. Toute la chaîne de valeur. Que ce soit sur l'aspect médical, mais l'aspect de la recherche industrielle, les produits de santé, recherche, développement clinique, production, commercialisation, suivi de commercialisation, vie réelle, tout ça est traversé par le digital et les données de santé. Tout ça existe depuis longtemps, mais l'accélération technologique que vous avez évoquée dans votre introduction sur l'intelligence artificielle ou le machine learning pose des bases totalement différentes dans l'accélération. Lorsque vous avez, et je parle devant Marco Fiorini qui a beaucoup travaillé là-dessus sur AI et cancer, des nouveaux outils tels que ceux-là, vous projetez sur quelque chose qui peut être totalement différent. Alors pour répondre à votre question sur est-ce que les choses ont changé, je vais prendre 2 casquettes, celle du CSF, où on avait porté une ambition dans le CSF dès le début, dès la première signature du contrat stratégique de filière, où on avait fait de l'intelligence artificielle et des données de santé une des priorités du CSF. C'était le premier chapitre, enfin le 2e chapitre derrière la bioproduction, qui est devenu elle aussi une priorité pour le gouvernement français. Mais donc dans le CSF Santé
ITS, on avait indiqué qu'il fallait travailler, et il y avait tout un travail qui a été réalisé au cours des 3 dernières années autour de l'intelligence artificielle et du cancer, et je pense qu'on évoquera tout à l'heure le sujet. C'est quelque chose qui a eu une maturation parfois difficile parce qu'on fait des choses nouvelles, et quand on fait des choses nouvelles, c'est long. Mais voilà, on espère que derrière cette initiative AI et cancer, il y aura des choses autour de l'intelligence artificielle, des données de santé et des maladies rares, et que ça ira plus vite. Donc, et puis, il y a eu des travaux de structuration autour du CSF sur l'utilisation des bases de données, les aspects réglementaires, les choses autour de la réglementation avec la Haute Autorité de Santé, avec le Health Data Hub dont je parlerai tout à l'heure. Et puis on a rajouté un élément qui sera partagé tout à l'heure dans le cadre de ce colloque par certains orateurs que je connais bien aussi dans le cadre du CSF, autour de l'imagerie, puisque data et imagerie sont des éléments assez complémentaires. Mais l'ambition, elle a été portée à un autre niveau. Elle a été portée dans un autre niveau, et je reprends une autre casquette qui est celle de Santé 2030. Le président de la République, en juin dernier, a lancé un grand plan de prospectif sur ce que doit être la santé des Français et la santé en France à l'horizon 2030, avec une vraie stratégie et une vraie cap, une vraie direction. D'abord avec des moyens. Il y a 7,5 milliards qui ont été proposés dans le cadre de ce plan. Et lorsqu'on se focalise sur la partie data digitale ou numérique, il y a une stratégie d'accélération qui est portée par un budget assez important, 650 millions d'euros. Pour ceux qui sont comme moi avec quelques cheveux blancs et dans ce secteur depuis longtemps, on sait que ce type de budget ne tombe pas régulièrement dans le cadre des programmes gouvernementaux. Avec là aussi une volonté sur la partie digitale et numérique de balayer l'ensemble de la chaîne de valeur, formation, travail sur les ruptures technologiques avec un certain nombre de PEPR qui ont été lancés, un travail dédié sur le numérique avec l'appel à projet sur IDEMO, dont tu parleras peut-être tout à l'heure, Christophe, des éléments sur la vie réelle, avec des tiers-lieux, avec l'utilisation de dispositifs connectés qui eux-mêmes génèrent des datas, et puis tout un élément aussi d'appel à projet qui s'appelle Innove sur les DM connectés, la santé mentale ou la télésanté. Donc, dans le cadre d'un plan proposé par le président de la République sur 10 ans, énormément d'investissements sur la santé numérique. Et puis un point qui, moi, est important à mes yeux, un renforcement dans le discours du Health Data Hub. Je pense que le Health Data Hub est une excellente idée, d'ailleurs qui est copiée aujourd'hui au niveau européen, et on en parlera des turpitudes, mais je reprends, si vous allez sur le site du Health Data Hub, sous le logo, il y a une petite phrase qui explique ce que c'est que le Health Data Hub, je l'ai noté. C'est un accès aisé, unifié, transparent et sécurisé aux données de santé pour améliorer la qualité et l'accompagnement des patients. Le Health Data Hub, c'est ça. Et on sait que la naissance du Health Data Hub et la mise en œuvre du Health Data Hub est difficile, mais si je regarde là aussi la montée en charge, c'est un jeune enfant, le Health Data Hub, il a été créé après 2017. On sait tous que la réglementation française a cette capacité à être lente et à générer des objets qui ont du temps à se mettre en route. Mais si je regarde les projets, par exemple, ils ont doublé entre 21 et ceux qui sont attendus en 22. Il y a une vraie montée en charge du Health Data Hub. Et moi, en tant que président du comité de suivi de santé 2030, j'ai posé la question très concrètement au gouvernement en disant: est-ce que vous faites toujours du Health Data Hub une priorité? Oui. La réponse est oui, le Health Data Hub va continuer à monter en charge malgré les enjeux liés, comme vous le savez, au cloud souverain qui peut être à côté. Au-delà du Health Data Hub, il y a des initiatives qui ont été portées depuis 2 ans, qui ont été concrétisées et qui sont assez formidables. Il y a le Paris Santé Campus. Le Paris Santé Campus, c'est une petite révolution dans notre secteur. Poussé par, là aussi, le président de la République. Il y a d'autres initiatives. Il y a Future for Care, dont je peux parler avec ma casquette Sanofi, puisque Sanofi est un créateur de cette structure. L'objectif, c'est d'héberger, d'incuber et surtout de développer, pour ce qui s'agit de Future for Care, des structures qui travaillent sur les données de santé. Il y a une initiative à l'Hôtel-Dieu, mais il y a d'autres initiatives. Il y a DocaPost, qui travaille avec des compétences très particulières pour aussi accélérer l'utilisation des données de santé. Donc vous voyez,
Paris Santé Campus, Future for Care, l'initiative de l'Hôtel-Dieu, des initiatives privées comme DocaPost, tout ça, ça n'existait pas il y a 1 an lorsqu'on a fait ce colloque. Ça n'existait pas il y a 1 an. Je vais finir juste par les enjeux, puis je vais passer la parole à Godefroy. Il y a quand même des enjeux. Le premier que je vois, c'est les entrepôts de données de santé, qu'il faut absolument structurer. Et là, il y a tout un travail qui est fait dans le cadre de Santé 2030 pour avoir un maillage territorial et un modèle économique qui permettent d'éviter qu'il y ait des entrepôts de données de santé dans tous les sens et que les données qui soient hébergées dans ces entrepôts de données de santé ne finissent pas dans le Health Data Hub. Car l'enjeu, c'est qu'on ait tous ces entrepôts qui puissent venir nourrir le Health Data Hub. Je ne reviens pas sur les enjeux du Health Data Hub, je les ai évoqués. Il y a l'accès aux bases de données. Et là, c'est un vrai enjeu. Parce qu'avoir accès aux bases de données, notamment médico-administratives, on voit bien avec tout ce que je vous ai décrit qu'il va y avoir de plus en plus de demandes pour pouvoir aller faire des analyses. Si vous avez plus d'entrepôts de données de santé, si l'INCa, par exemple, à travers un certain nombre d'initiatives, développe davantage de bases de données, on va tous vouloir aller apparier ça avec des systèmes aux bases de données médico-administratives pour donner encore plus de réalité à l'analyse de données. Le problème, c'est que si vous avez une montée très forte en volume, compte tenu des délais aujourd'hui pour avoir accès aux données des bases médico-administratives, 11 mois entre le début de l'imagination d'un protocole et l'exploitation des données, à ressources constantes, on va faire exploser le système. Donc on pousse là, moi à titre personnel, mais avec les personnalités qualifiées de Santé 2030 pour qu'il y ait un plan qui soit mis en place. Et il m'a été annoncé il y a 15 jours par le cabinet du ministre de la Santé, il y a un plan d'accélération, notamment au niveau de la CNAM, pour pouvoir mettre des ressources supplémentaires et permettre de déjà résorber un peu le stock et vraisemblablement d'aider un peu sur les éléments en attendant que les bases médico-administratives soient données au niveau du Health Data Hub. Puis un dernier point, qui est un point sur lequel il faut qu'on soit tous vigilants, qui est important mais qui ne doit pas être un frein, c'est la réglementation. Pour ceux qui ont suivi dernièrement l'utilisation des données du PMSI, la CNIL a, derrière une très bonne idée d'ailleurs, dit qu'il fallait voir la méthodologie de référence 006 qui permettait à plus d'acteurs d'avoir accès à des bases de données et donc de faire des analyses. Juste pour un exemple, si Clarisse veut le faire avec Merck, elle pouvait utiliser cette méthodologie de référence. Si le LEM, et donc un ensemble d'industriels voulaient faire la même chose, elle ne pouvait pas. Donc l'idée, c'était d'ouvrir, mettre plus d'acteurs pour pouvoir avoir accès à la base de données du PMSI. Mais en ouvrant, dans les méandres administratifs, la CNIL dit oui, mais si on ouvre à plus, il va falloir qu'on contrôle plus, donc on va mettre des délais à 5 ans. Et puis on va mettre le CESRES pour pouvoir l'évaluer. Et en fait, d'une bonne idée, on se retrouve avec quelque chose qui est aussi un élément bloquant. Et donc, il y a des éléments à suivre en termes de réglementation qui sont absolument essentiels. Si on veut tous collectivement, une chose, qui est celle qui est très bien résumée dans la phrase du Health Data Hub, utiliser les données au bénéfice des patients. Mais j'allais dire au bénéfice de toute recherche fondamentale qu'on peut avoir. J'avais la chance hier d'avoir les équipes de l'IGR, de Polytechnique et de Saclay et de Sanofi en termes de recherche. Je peux vous dire que l'essentiel des conversations qu'on a eues hier était sur l'exploitation des données issues des biopsies. Donc, quand je vous disais que l'enjeu, le seul enjeu, c'est les données, voilà, je conclurai par ça. Merci beaucoup. Je te passe la parole. Godefroy Bentsman, que vous dites-vous en entendant Olivier Boggio? Il y a du boulot et il y a des débouchés. Je me dis que d'abord, il y a longtemps qu'on travaille ensemble. On est peut-être deux champions, alors un très jeune, le numérique, et puis un qui a une histoire millénaire, la santé et la médecine, mais il y a longtemps qu'on travaille ensemble. En réalité, il y a peut-être 10 ans qu'on a créé, les gens de la santé, les gens du numérique, une organisation qui s'appelait IELS. On avait déjà conscience qu'il fallait qu'on puisse, face à une administration, à des pouvoirs publics qui étaient loin du sujet, on essaye de mieux expliquer, on essaye de présenter les enjeux. Donc l'histoire, on est dans deux tu disais quoi? Tu disais de rails ou de couloirs de nage, hein? Oui, mais il y a quand même longtemps qu'on essaye de se coordonner parce que les enjeux sont complètement formidables. La deuxième chose, c'est qu'effectivement,
d'un mal, il sort toujours un bien. Et je ne sais pas encore ce qui sortira de cette guerre, mais en tous les cas, de la crise du Covid, on voit bien que ça a débloqué les fonds dont tu parlais tout à l'heure, plus de 600 millions d'euros. C'est rare que ça arrive comme ça tout d'un coup. Et surtout, il y a des années qu'on le demandait. On demandait l'équivalent d'un budget militaire revoté tous les ans, sur lesquels les industriels pouvaient s'organiser. On pouvait créer en fait une économie autour de la santé. Bon, il y a 10 ans qu'on demande ça. Donc il a fallu qu'on ait la crise du Covid pour en arriver là. C'est un peu triste, mais enfin on ne va pas se plaindre parce que ça y est, maintenant c'est là. Alors après, ce que je peux dire, c'est que nous, les industriels, non pas de la santé, mais plutôt du numérique, hein, avec une connotation santé évidemment, les enjeux qu'on voit, c'est évidemment à travers le numérique, et je ne vais pas redire ce que tu viens de dire, c'est véritablement de redonner ou de donner de l'abondance là où il y a de la rareté. On parlait, il y a plein de domaines dans lesquels on voit aujourd'hui que c'est l'enfer pour pouvoir se faire soigner, parce qu'il n'y a pas assez de ressources. Tu parlais de la CNAM, mais enfin, il n'y a pas que la CNAM. Sur le terrain, au niveau des médecins et de leur capacité à nous traiter, la vie est compliquée. Et évidemment, on vit tous aujourd'hui, à plus ou moins grande échelle, l'arrivée des technologies qui permettent de la télémédecine, qui permettent effectivement de déployer d'une façon beaucoup plus intelligente des savoir-faire concentrés à un moment ou à un endroit. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on a un formidable challenge et il faut qu'on l'accélère ensemble, que c'est le moment, on nous écoute, que c'est le moment aussi de le faire au-delà de la France, de le faire en Europe. La présidence européenne est sûrement un bon moment pour passer des messages qui sont importants pour nous. On évoquait tout à l'heure le sujet des données. Derrière les données, il y a un sujet d'éthique. Et ce sera le fil rouge de la réglementation qui est en cours de définition aujourd'hui sur le Data Act. Et on est heureux que la présidence européenne la présidence française à l'Europe soit en ce moment. Je pense que c'est quelque chose dans lequel la France a des choses à dire. Après, très concrètement, les enjeux qu'on voit, nous, les entreprises du numérique, c'est des enjeux d'abord de compétences, et de compétences au-delà des gens de notre secteur sur lesquels je peux revenir, mais c'est les compétences des professionnels. Parce que pour inventer un nouvel usage, une nouvelle manière de faire, il faut comprendre sur quoi on peut s'appuyer. Et ce sur quoi on s'appuie, c'est pas simplement ce qu'on a appris en tant que professionnel de santé, c'est aussi des choses qu'on n'a pas appris et qu'on devrait apprendre, et probablement sur lesquelles il faut que ces professionnels de santé fassent l'effort de se former, et peut-être quelquefois ça leur prendra du temps. Et on peut aussi espérer que les écoles, les universités qui forment aujourd'hui des professionnels de santé intègrent de façon beaucoup plus musclée le sujet du numérique dans leur cursus. Je pense qu'on en est loin. Donc il y a un vrai problème de compétences. Si on veut continuer à innover, si on veut continuer à utiliser la technologie pour inventer, pour soigner, pour multiplier, pour rendre de l'abondance, là où on a de la rareté, pour nous déboucher les yeux quand, en fait, sans corréler les données, on ne peut pas voir grand-chose. Hein. On évoquait tout à l'heure le sujet de la data, c'est que de la corrélation. Il faut l'agréger, c'est vrai, et le Health Data Hub est un sujet essentiel. On ne s'est pas d'ailleurs assez félicité de cette initiative. Il n'y a pas beaucoup d'initiatives que l'État a pu prendre ou favoriser de ce niveau-là. Moi, j'étais fasciné de voir comme finalement on a médiatiquement tué cette initiative, alors que c'est vraiment là, quand tu lisais je dirais la raison d'être ou l'objectif de cette plateforme, c'est beau quand même. Hein. On aurait pu se dire, mais c'est extraordinaire d'avoir fait plier autant d'administrations pour collecter leurs données et produire ce service. Ben non, on n'a plus que le critiquer parce que, évidemment, comme tu disais, c'est encore un jeune enfant et on n'était pas satisfait de ne pas le voir déjà adulte. Bon, voilà, donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles aujourd'hui on considère que le sujet de la formation est un sujet qui est probablement une des raisons qui limitera notre capacité à faire mieux, à avancer. Et ça, c'est vrai, je disais pour les professionnels de santé, c'est vrai pour les gens qui sont dans le numérique. Aujourd'hui, on a une carence de compétences numériques dans nos entreprises qui est considérable. Il y a très longtemps qu'on est sous tension, mais on peut dire qu'aujourd'hui, on arrive à un moment qui devient paroxysmique. On peut considérer qu'il manque 50 000 ingénieurs dans notre industrie. Tu évoquais tout à l'heure le chiffre des gens qui travaillent dans nos entreprises, c'est 550 000 à peu près. Il nous en manque au moins 50 000. Mais à mon avis, on pourrait presque dire 100. Et chez nos clients, donc chez vous, on est plus élevé que ça. Dans les gens qui ont une vraie compétence numérique, chez les utilisateurs du numérique, finalement, c'est plutôt 650 à 700 000.
Donc, vous voyez, on est à 1 100 000, 1 million, et on peut considérer qu'en France aujourd'hui, il nous manque quasiment 50 chez nous, 20 à 30 000, parce qu'aujourd'hui vous recrutez chez nous, je comprends bien, hein, mais on se dispute les mêmes. Donc on a un vrai problème, les écoles ne peuvent pas fournir. Alors on continue à travailler avec les écoles. En fait, le fond du sujet aujourd'hui, c'est la reconversion massive de gens qui sont aujourd'hui dans nos entreprises et qui sont sur des sujets, pas forcément des sujets d'avenir, et des sujets sur lesquels probablement ils quitteront ces entreprises à un moment donné. Il faut donc le favoriser, il faut donc adresser sur les compétences. Le deuxième sujet sur lequel je pense qu'on a un vrai sujet, c'est l'éthique. On en a parlé et on pense qu'aujourd'hui, on a une grosse sensibilité en France et la présidence française européenne va nous aider. Troisième sujet, c'est la souveraineté. On a vu quand même que le sujet de la souveraineté des données, avec le Covid, avec la guerre qu'on a en ce moment, c'est des sujets qui prennent toute leur force. Ce n'était pas un sujet, il y a encore 4-5 ans. C'était pas un sujet. Personne n'imaginait que ça deviendrait un sujet. C'était les farfelus qui pouvaient mettre sur la table ce genre de problématique. On est dans une problématique économique pure. Aujourd'hui, la souveraineté, c'est un sujet qu'on est en train de prendre, mais qu'on comprend pas très bien. Et quand on dit souveraineté, on peut y passer 2 heures à raconter comment, brique par brique, on peut construire une souveraineté, en ne se coupant pas de l'innovation qui vient des partenaires qu'on peut avoir par ailleurs, parce qu'on ne se coupera pas des grands innovateurs que sont les GAFAM, par exemple. Et quand je vois la manière dont on est en train de dézinguer le Health Data Hub, parce que tout ça c'est porté par une plateforme Microsoft, j'ai envie de dire, à l'époque, il n'y a pas d'autre solution. Et puis, enfin, et aujourd'hui encore, je ne sais pas très bien comment on peut manipuler les données. En tous les cas, c'est une vraie question. Et ne tuons pas ou ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Et le dernier point qui est, à mon avis, dans nos gros enjeux, c'est la cyber. C'est le sujet de se protéger nos données, protéger nos entreprises, qui aujourd'hui est un sujet sur lequel on pense qu'on n'a presque rien fait. L'ANSSI, évidemment, a progressé en 10 ans d'une façon phénoménale, mais on est incapable aujourd'hui de se défendre. On prévient, mais enfin, on est au début de la capacité à nous prémunir des attaques cyber, à organiser nos entreprises, à réorganiser nos entreprises en considérant qu'on sera tous attaqués un jour et que donc la question c'est plutôt de savoir comment on va rebondir après avoir été attaqué. Bon ben voilà, on est des débutants sur le sujet. Et donc je pense que le numérique en santé, il passe par ces 4 enjeux-là. Merci beaucoup à tous les deux, mesdames et messieurs. Je vais vous demander d'applaudir les intervenants. Merci beaucoup.